Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, Abdoulaye Daouda Diallo devient la troisième personnalité de l'État. Il est le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental. Les portefeuilles de l'élevage, des productions animales et des sports reviennent au Premier ministre Amadou Ba. Le dialogue politique en mode de fast-track, quel terme de référence ? Pour la majorité, cet énième appel prouve la bonne foi du président Sall. C'est au chef de l'État de créer le contexte de confiance, avance la société civile. Brigade de la discorde Angor, la gendarmerie maintient un dispositif sécuritaire ostentatoire. Au fil des jours, les manifestants semblent se résigner. Les populations se disent pas contre l'érection d'une brigade de gendarmerie, mais plutôt contre l'accaparement de tout l'espace. Dans l'actualité également, c'est le sauve-qui-peut au Soudan. Le bilan des affrontements fait état de 427 morts. Les communautés étrangères quittent le navire soudanais. 12 Sénégalais rapatriés vers l'Égypte. D'autres compatriotes préfèrent en revanche rester dans la ville en proie à de violents combats. Abdoulaye Daouda Diallo remplace Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Le directeur de cabinet du président de la République est désormais la troisième personnalité de l'État, étant le 12e président de l'institution depuis sa création, quatrième chef du CSE depuis la deuxième alternance. Voyons tout cela avec Mamadou Fall. Le Conseil économique, social et environnemental peut être considéré comme la troisième institution au Sénégal. Elle constitue auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative disposant d'une expertise dans les domaines économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Mais l'organe est souvent considéré comme un four politicien. Il est utilisé pour caser la clientèle politique, ce qui explique de nombreux remous politiques enregistrés depuis 2013. L'organe est peu instable. Aminata Tall a été la première présidente du Conseil économique, social et environnemental après le décès de Ousmane Masseck Ndiaye. Aminata Tall est restée 6 longues années à la tête de l'institution avant d'être remplacée. Motif évoqué, la défaite du pouvoir dans le Baol lors des élections territoriales, mais également un montage de comité électoral parallèle à celui de la coalition présidentielle, ce qui conforte la thèse d'institution politisée. Aminata Tall enlevée, Aminata Touré installée, 18 mois ont écoulé et la dame de fer a été limogée. Plusieurs raisons ont été évoquées. Pour certains, des malversations ont été notées dans sa gestion et pour d'autres, c'est purement politique. Il s'agissait plutôt d'une sanction presque, puisque sa relation avec le président Macky Sall était très tendue. Mimi Touré était suspectée par le palais de se préparer à la prochaine élection présidentielle de 2024. Aminata Touré quitte alors le fauteuil pour Idrissa Seck, arrivé deuxième à l'élection présidentielle de 2019 et potentiel chef de l'opposition. Le ralliement d'Idrissa Seck a surpris tout le monde. Idrissa Seck fait alors plus de 3 ans à la tête de l'institution avant de déposer sa lettre de démission sur la table de Macky Sall. Pour des raisons politiques, Idi a annoncé sa candidature pour 2024, ce qui en partie n'a pas plu aux membres de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et des conseillers se félicitent du départ de Idrissa Seck. C'est une suite logique, selon Magueye Ndiaye, interrogé par Mambiram Diouf. Aujourd'hui, nous sommes comblés parce que nous avons senti que le président Macky Sall a une vision et écoute le peuple sénégalais. Parce que pendant un certain temps, ou bien pendant des mois, le Conseil économique était plus ou moins bloqué par la loisiveté de son ex-président. Mais aujourd'hui, nous avons vu que dès qu'il a été informé de cette situation, il a pris des décisions pour permettre maintenant au Conseil de respirer. Par rapport à la nouvelle nomination de M. Abdoulaye Daouda Diallo, vraiment nous sommes comblés. Parce que c'est un homme de Serail, il a fait le CRAES avec Mbaye Jacques Diop. Donc ça veut dire qu'il a pris un homme du milieu. Parce que Abdoulaye Daouda Diallo était secrétaire général là-bas. Il a pris un homme du milieu qui connaît le travail. Et je pense que
tous ensemble, on va essayer de l'accompagner. En vue de la présidentielle, les manœuvres politiques peuvent donc commencer à présent pour Idrissa Seck. Son départ est une mise en cohérence suite à ces nouvelles orientations politiques. C'est l'avis de l'analyste Maurice Soudjek-John, rencontré par nos équipes dans le Nord, Ousseynou Diop, Habib Seck. Idrissa Seck a déclaré sa candidature pour la présidentielle de 2024 après 3 années de compagnonnage avec le président Macky Sall. Maurice Soudjek-John, professeur agrégé de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, juge logique la démission d'Idrissa Seck à la présidence du Conseil économique, social et environnemental. La lecture qu'on peut faire par rapport à la démission d'Idrissa Seck, c'est d'abord une mise en cohérence par rapport donc à sa décision d'être candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Et dès lors que le candidat de Benno Bokk Yakaar n'est pas clairement signalé, donc cela crée un inconfort dans la coalition, et c'est ainsi que pour avoir les coups des franches et pouvoir dérouler librement ses ambitions qu'il a décidé de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar et de démissionner de la présidence du Conseil économique, social et environnemental. Le président du parti Rewmi était arrivé deuxième à la présidentielle de 2019, derrière Macky Sall. Quel sera désormais son avenir politique? L'enseignant-chercheur donne des éclairages. L'avenir politique est en jeu, mais son erreur majeure a été d'avoir rejoint le président Sall et donc d'avoir déserté cette position qui faisait de lui le leader de l'opposition, et donc d'avoir bazardé tout ça de sympathie et tout ce capital politique qu'il avait engrangé en 2019, encore qu'il avait réussi à redorer son blason et donc à corriger son image. Dans sa dernière déclaration, le président du parti Rewmi croit dur comme fer qu'il est le chef de l'opposition, une argumentation battue en brèche par Maurice Soudjek-John. En quittant l'opposition pour aller au pouvoir, il a naturellement laissé la voie libre à Ousmane Sonko, qui aujourd'hui est le leader de l'opposition, d'autant plus qu'il a fait ses preuves lors des élections locales et lors des élections législatives. Et on voit que Idrissa Seck, son parti n'a rien gagné depuis lors. Au contraire, il a beaucoup reculé, comme en témoignent ses résultats à Thiès pour les locales comme pour les législatives. Idrissa Seck, deuxième à la présidentielle de 2019, a-t-il des chances pour devenir le prochain président du Sénégal? En tout cas, son compagnonnage avec le président Macky Sall et le divorce prématuré entre les deux hommes va peser sur le choix des Sénégalais le 25 février 2024. Thiès, à Thiès, la base historique, affective du président Idrissa Seck, vous allez le voir, sa candidature est diversement appréciée par les populations. Les Thiessois sont partagés entre optimisme et pessimisme. C'est un reportage de Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Le président du Conseil économique, social et environnemental, président de Rewmi, est bien dans la course pour la présidentielle de 2024. Il en a confirmé sa candidature, son départ de la coalition Benno Bokk Yakaar et son statut de chef de l'opposition. Je vous confirme ma candidature à l'élection pour la présidence de la République du Sénégal. Thiès s'est également prononcé sur sa candidature. Maintenant, cette façon de faire a dégradé de lui à beaucoup de choses par rapport à une circonstance atténuante. Il avait promis aux Sénégalais, aux Thiessois, qu'il avait l'intention de travailler avec le président Macky Sall pour la stabilité du pays. Et depuis lors, on n'a constaté aucun rendement ou aucune activité qui nous a permis de savoir que l'acte de rejoindre le président Macky Sall était noble. Qu'est-ce qu'il va dire aux Sénégalais pour qu'il y ait confiance en lui? L'objectif à faire, c'était de soutenir Macky Sall. Donc si Idi veut partir seul et amener tous les autres militants de Thiès, je pense bien que ce ne serait pas possible parce que Macky Sall a fait beaucoup de réalisations et nous le soutenons. Moi, personnellement, je le soutiens. Je soutiens Macky Sall. Parce que comme il a dit qu'il est venu pour l'intérêt du Sénégal, du pays, qu'en tant que républicain, il devait rester près de Macky Sall pour l'aider dans sa tâche. Je crois que c'était mieux. Cet homme, la soixantaine, le visage renfrogné, il estime que le leader de Rewmi a fait un mauvais choix. Il avait bien fait quand il est venu rejoindre Macky. Ensuite, il a quitté, il est revenu. Bon, il fallait rester ou il fallait partir. C'est du pareil au même. Qu'il reste ou qu'il parte pour devenir quoi? Président de la République. Mais c'est non, mais non. Mais non.
Ibrahima Bokoum, membre du parti Réumi, estime que les dés sont jetés. Pour lui, l'heure est au travail, au déploiement effectif sur le terrain pour consolider les bases et les élargir en vue de l'élection présidentielle de 2024. Et dans ce contexte, le président de la République a réitéré son appel au dialogue. C'est à lui de créer en revanche le contexte de confiance, affirme Alioune Tine. Cet énième appel prouve à suffisance la bonne foi du chef de l'État selon la majorité. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté. Pour la énième fois, le chef de l'État Macky Sall appelle à un dialogue national en cette période où la tension politique reste vive, une noble initiative. On dit qu'il a fait son rôle de chef d'État, appeler toutes les forces vives de la nation, sans exclusive, à se parler. Pas à lui parler, mais à se parler. Et lui organisant, appelant, structurant cet appel, ce dialogue-là. S'asseoir autour d'une table demeure impératif, mais pour Alioune Tine de Africa Jom Center, ces appels restent sans suite. Aucune réaction. Ce qu'il faut constater, après avoir salué quand même cette bonne volonté, ce désir manifesté par le chef de l'État, il faut remarquer une chose, c'est l'immobilisme et le déni. Normal, car c'est la situation de paix armée qui prévaut chez le chef de l'État qui fausse tout le débat. Il faut sortir de cette situation de paix armée. Voilà. La paix armée, c'est de dire, venez discuter au moment où vous mettez les gens, mais vous les mettez mal à l'aise. Objectivement et subjectivement, les gens ne peuvent pas aller dans une table de négociation sachant que effectivement que leurs militants sont là, vont être lâchés et vont être peut-être même, comme on dit, sacrifiés. Pour que ce dialogue ait tout son sens, le cas Khalifa Sall, Karim Wade et Ousmane Sonko doit être réglé par l'Assemblée nationale. J'ai dit le cas Khalifa Sall, Karim Wade, Sonko, l'Assemblée nationale peut le régler. Peut le régler. Et l'Assemblée nationale, c'est le lieu par excellence de la palabre. Ça veut dire que s'il y a une véritable volonté politique, on peut faire bouger les choses réellement. Tous ces ingrédients réunis, la confiance rétablie, l'opposition ne peut que répondre à l'appel du chef de l'État. Contexte propice de confiance, l'opposition ira discuter, ira dialoguer. Mais le contexte de confiance, c'est au président de la République de le créer en libérant les détenus politiques. Avec cet appel au dialogue national initié par le chef de l'État, beaucoup de paramètres entrent en jeu et les conditions pour s'asseoir autour d'une table, jusque-là, peinent à être réunies. Merci Fat Bintou. L'autre grand titre de cette édition, la brigade de la discorde à Ngor. Un calme précaire prévaut dans cette localité. La gendarmerie maintient un dispositif sécuritaire assez ostentatoire. Les manifestants semblent se résigner en revanche au fil des jours. Certaines populations appellent au calme. Cher Diop, Jafaraba. Les gendarmes sont encore sur les dents à Ngor, théâtre d'affrontements violents entre les jeunes et les forces de l'ordre. Certes, le calme est revenu. Ici, des habitants poussent un ouf de soulagement. Ça va très bien. Oui, le calme est revenu, c'est ce que nous souhaitons toujours. Nous, on a toujours appelé au calme, on a toujours dit non à la violence. Le calme est revenu, comme vous le dites, et on souhaite que ça va continuer comme ça. Mais je pense que dans toute situation, si une situation se dégénère, il faut que les partis s'asseyent au moins autour d'une table et essayer de trouver une solution positive et pour tout le monde, une solution qui va arranger tout le monde. Cet espace est à l'origine du véritable problème entre la gendarmerie et la population. Toutefois, un démenti s'impose. Si on dit que Ngor ne veut pas une gendarmerie, c'est archi faux, c'est totalement faux. C'est vraiment contradictoire. Nous voulons une gendarmerie. Nous voulons une gendarmerie, on l'a toujours réclamé. Mais le problème, c'est ce qui se passe, la façon dont ils veulent nous imposer, faire un forcing, c'est difficile que ça va passer. On voit des articles dans les réseaux sociaux, des gens qui disent que la mairie de Ngor a donné ce parking à Auchan ou bien ils voulaient faire. Ce n'est pas vrai. La mairie n'a rien donné. Il n'y a pas un projet d'Auchan. Le maire ne connaît même pas le directeur d'Auchan. Ça, c'est des gens qui prêchent le faux pour avoir le vrai. Appel au dialogue. Ces Ngorois parlent de responsabilité partagée.
Oui, comme on a toujours l'habitude de le faire, on a toujours appelé au calme, on a toujours appelé au dialogue. Parce que quand on dit Ngor, on dit Lébou. Quand on dit Lébou, on dit ouverture. Et vraiment, nous, on est des personnes, des promoteurs de la paix. Les promoteurs de la paix par rapport aux autres, ce qu'ils pensent. Des responsables de la mairie de Ngor doivent rencontrer les autorités étatiques ce lundi pour trouver ensemble des solutions définitives aux problèmes opposant les habitants et la gendarmerie. Reportage Cher Diop, Gervais Yao. Des pourparlers sont en cours pour raffermir les relations et apaiser la situation. Les populations ne sont pas contre l'érection d'une brigade de gendarmerie, mais plutôt l'accaparement de tout l'espace qui devait abriter, selon le maire, d'autres édifices publics. Le maire était l'invité de la matinale de TFM ce matin, Abdoulaye Diop. Le maire de Ngor tient à faire cette précision. Les populations n'ont jamais été contre la construction d'une brigade de gendarmerie dans la commune. Cet espace-là, qui fait l'objet de confrontations et de perturbations, c'est un espace assez grand pour contenir une brigade de gendarmerie, un lycée et également la mairie de Ngor. Donc c'est ce que nous disons depuis le début, c'est ce que nous disons encore aujourd'hui. Noble. On devrait aujourd'hui féliciter ces jeunes-là qui se lèvent pour demander à aller à l'école. Ils ne demandent pas d'aller prendre les pirogues, ils demandent juste qu'on leur mette dans les conditions de préparer leur avenir, un avenir meilleur, tout simplement. Magué Ndiaye condamne par la même occasion la violence sous toutes ses forces, notamment l'incendie de la maison du député Farbangom. Nous disons à Farbangom et à sa famille, effectivement, que j'ai essayé d'ailleurs de joindre, que nous compatissons à ce qui arrive et lui disons que nous condamnons avec la plus grande énergie. Dire aussi à ces gens-là qui travaillent dans la récupération politique. Moi, j'ai fait le choix de ne militer dans aucun parti politique. Je ne suis pas politique. Parce que pour moi, travailler et développer sa commune, on n'est pas obligé pour développer sa commune de militer dans un parti. Des bonnes volontés comme Youssou Ndour, Mambaignon et des dignitaires lébou ont offert leur médiation pour trouver un terrain d'entente entre la gendarmerie et les populations. Ils se sont levés tous pour dire qu'effectivement, ils vont accompagner pour aller vers un plaidoyer, pour aller vers le dialogue, pour aller vers la négociation. Parce que ce pays-là, c'est un pays à nous tous. Nous sommes très républicains et la communauté lébou aussi est très républicaine. Donc, c'est leur responsabilité de se lever. Maintenant, il y a également des autorités comme le président Youssou Ndour également, qui s'est engagé également parce qu'il habite la commune aussi, en tant que citoyen de la commune, en tant que responsable aussi dans ce pays-là, de se lever pour voir quelles solutions il peut apporter. Et également, à côté de lui, il y a le ministre du Tourisme Mbénia également. Amadouba reçoit les représentants de la commune de Ngor cet après-midi pour une issue heureuse à ce conflit foncier. Et puis cette inquiétude dans le nord du Sénégal, des individus non identifiés armés auraient pénétré le territoire national. L'alerte a été donnée par un agent de sécurité, information prise très au sérieux par les autorités administratives locales. Voyons tout cela avec l'explication de Ali Bandelniank. Selon le vigile qui veille sur le matériel d'une entreprise en charge des travaux d'aménagement des aménagements hydro-agricoles, 18 individus armés de fusils et encagoulés auraient entré dans le territoire national en provenance de l'autre côté du fleuve Sénégal. Une information qui a fini de créer la psychose chez les populations du Dandemayo. Dans un contexte particulier marqué par le terrorisme et le banditisme transfrontalier, les autorités administratives locales de Matam ont depuis 48 heures mobilisé toutes les forces de défense et de sécurité. Les éléments de l'armée, tout comme ceux de la gendarmerie, investissent le terrain. Yaya Ndiaye, président du mouvement Dandemayo émergent, raconte la peur des populations et salue la réaction des FDS. 18 personnes encagoulées avec des armes qui s'est éparpillées un peu dans la zone du Fouta. D'ailleurs même on a eu la visite du commandant de la gendarmerie de Canel qui a fait quand même une réunion avec les populations pour d'abord les sensibiliser. Quand certaines situations comme se produisent, être efficace et être rapide dans la transmission de renseignements.
Bon, c'est une situation un peu déplorable. Depuis lors, les gens quand même s'inquiètent, mais comme on est rassuré quand même par l'engagement des forces de l'ordre sont mobilisées pour retrouver encore ces gens qu'on a dit ont pénétré un peu cette partie du Sénégal. En tout cas, c'est une situation un peu compliquée. C'est pourquoi on demande à chaque fois d'installer comme des postes de police et de gendarmerie le long comme de la frontière. Les faits se sont déroulés samedi, le jour de la Korité, vers 14h. Selon la version du vigile originaire de Bou, des individus armés aux accoutrements bizarres auraient réussi à se fondre dans la nature. Une affaire qui défraie en ce moment la chronique à Matam, avec surtout cette présence remarquable des gendarmes et militaires dans toutes les zones de la région. Merci Ali. Santé à présent, Dakar prépare les journées médicales, odontologiques et vétérinaires. La 19e édition va regrouper près de 1500 participants à Dakar. Le thème choisi est pandémie du 21e siècle. Cette cérémonie nationale sera une confrontation de toutes les spécialités confondues. Tout cela avec Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Après une pause de 6 ans, les journées médicales, pharmaceutiques, odontologiques et vétérinaires reprennent. Au programme 3 activités phares. Cette manifestation concerne la faculté avec ses 3 sections, la médecine, la pharmacie, l'odontostomatologie, mais également l'école vétérinaire. Nous avons également associé à cette manifestation les UFR des régions, notamment l'UFR Santé de Thiès avec l'université Iba Der Thiam, l'UFR Santé de Ziguinchor, l'UFR Santé de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et donc la faculté de médecine de Dakar, en plus de l'UFR Santé de l'université Alioune Diop de Bambey. Les pandémies du 21e siècle, le thème de cette 19e édition, prévue du 26 au 29 avril, qui vient à son heure. Et les sous-thèmes sont la simulation et les innovations technologiques en sciences de la santé, la qualité en sciences de la santé, l'éducation thérapeutique, la conception, la construction, l'équipement et la maintenance des établissements de santé. Près de 1500 participants sont attendus pour échanger sur le système de santé, les accidents, entre autres. Les participants viennent pour l'essentiel des pays francophones, même si de plus en plus on assiste à une diversification des nationalités qui participent à cette activité. La dernière manifestation remonte à 2017. 2017, depuis lors, on n'en a pas tenu. Et je rappelle que c'est tous les 3 ans qu'habituellement on tient cette manifestation, mais du fait de la Covid-19. Au cours de ces manifestations scientifiques, les agrégés et les anciens de la faculté de médecine seront aussi célébrés. Merci Maïmouna. Dans l'actualité également, la guerre au Soudan, la situation chaotique, les cadavres jonchent les rues, les étrangers fuient le pays. 12 Sénégalais, un bus de 12 Sénégalais s'est dirigé vers l'Égypte ce matin. D'autres compatriotes préfèrent en revanche rester au Soudan malgré les combats qui font rage. Nous écoutons Ali Oussis, étudiant joint par Chérif Dia. Nous sommes 12 Sénégalais à avoir pris la décision de partir. D'autres, pour des raisons que j'ignore, ont préféré rester au Soudan. L'ambassadeur a tout fait. Nous avons été même retardés par 2 autres de nos compatriotes qui, il me semble, sont dans des zones reculées. Mais l'ambassadeur va tenter de les retrouver pour que ces derniers nous rejoignent. Au moment où je vous parle, nous sommes sur la route pour sortir de Khartoum. La tension est vive et nous ne préférons pas rester dans ce pays. Le Soudan en proie à de violents combats. Le bilan des affrontements fait état de 427 morts. C'est le sauf-qui-peut dans une situation chaotique, situation qui était pourtant prévisible, tellement les 2 camps se regardaient en chien de faïence selon l'analyste Barkaba Moussa Mané. Le conflit armé qui frappe le Soudan continue depuis plus d'une semaine de causer des dégâts. Beaucoup de secteurs sont aujourd'hui touchés et plus d'une centaine de personnes tuées. Barkaba, journaliste et spécialiste des relations internationales, soutient que cette situation était déjà prévisible. Le conflit entre les généraux Burhan et Hemeti était prévisible. Dans la mesure où on a noté depuis 2 ou 3 ans la montée à puissance du général Hemeti,
qui a privatisé une partie de l'État à son profit, avec des milices devenues aussi puissantes que l'armée régulière. Il n'était pas très difficile, en l'occurrence, de prévoir qu'une confrontation n'allait pas manquer entre deux forces militaires concurrentes qui se targuent tous d'être légitimes. Le Soudan, frontalier avec au moins 7 pays, selon toujours Barkaba, cette guerre pourrait avoir un impact sur les relations internationales qu'entretiennent ces pays frontaliers. Donc aujourd'hui, malheureusement, on peut craindre qu'il y ait une déflagration au niveau régional, tant les intérêts géopolitiques sont imbriqués dans cette région. Plusieurs pays risquent d'être partie prenante de ce conflit pour se rallier à un camp ou dans un autre, dans un contexte extrêmement volatile au niveau mondial. Cependant, quelle doit être la mission de l'Union africaine pour arriver à un consensus entre les deux généraux? Barkaba de répondre. L'Union africaine peine à faire entendre sa voix pour faire une médiation dans ce conflit et c'est d'autant plus inquiétant. Les multiples appels au cessez-le-feu lancés à l'occasion de la fête de l'Eid el-Fitr semblent tomber dans l'oreille d'un sourd. Merci Moussa. Et puis dans l'actualité sportive, le Sénégal s'incline 4-2 face à la Zambie dans le cadre de ces matchs de préparation pour la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Mam Modissi et Amara Diouf sont les buteurs côté sénégalais. Amadou Ba, ministre des Sports, avec le portefeuille de l'élevage des productions animales, le PM, le Premier ministre gère désormais les sports cumulativement à ses fonctions de Premier ministre. En revanche, vu les circonstances, ce cumul ne doit pas durer. C'est l'avis du journaliste Abdoulaye Thiam. On peut dire que c'est inédit de voir un Premier ministre occuper cumulativement aussi ses fonctions, les fonctions du ministre des Sports et ceux de l'élevage, mais dans un passé plus ou moins récent, on a vu un Premier ministre, en l'occurrence l'actuel président de la République, Macky Sall, si je ne m'abuse, en 2007 a été et Premier ministre et ministre des Sports, mais c'est d'une manière temporaire. On a aussi vu, je crois, le ministre de l'Intérieur être en même temps aussi ministre des Sports. Le caractère inédit, c'est le fait de cumuler tout simplement deux fonctions ministérielles plus la primature. Ça, c'est inédit, mais ça prouve seulement que c'est d'une manière temporaire. Dans quelques jours, bientôt, certainement, on va assister soit à un réajustement ministériel ou à un remaniement ministériel. Ça, moi, j'en suis convaincu parce que cette situation ne va pas perdurer pour deux raisons. D'abord, au niveau du département de l'élevage, tout le monde sait qu'on s'achemine vers la Tabaski. Elle est extrêmement importante parce que le Premier ministre, il est là pour coordonner l'action du gouvernement, l'ensemble des ministres et donc exécuter la politique définie par le chef de l'État. Abdoulaye Thiam, journaliste, président de l'ANPS. Et puis en basket, candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de basketball, Mamadou Pateka refuse au président sortant le droit de postuler. Il annonce aussi un tour du Sénégal des clubs de basket pour leur présenter son programme. Le voici avec Cheikh Sadibou Diarra. Je ne me contenterai pas de mobiliser les présidents de ligue, les convoquer dans une salle, faire des offrandes et dire que tel département est avec moi ou tel. J'irai au niveau de tous les terrains qui existent. J'irai voir les clubs là où ils sont. Je l'ai fait à Ziguinchor, de Cabrousse à Bilingara. J'ai fait tous les terrains de basket. Je connais quels sont les problèmes des clubs. Parce que c'est important d'aller voir l'état de l'infrastructure. C'est important d'aller voir même le niveau des techniciens. Parce que pour former, il faut être un bon formateur. Mais c'est dommage qu'on n'utilise pas un référentiel commun pour la formation. Tout ceci constitue quand même des failles qu'il faudra corriger à l'avenir. Nous avons fait au président du comité électoral et nous savons que si le droit est dit et appliqué rigoureusement, beaucoup de gens ne participeront pas à ces élections, dont le président Babacar Ndiaye. Et puis Surf, à présent élu à l'unanimité au poste de président de la Confédération africaine de surf, El Hadj Oumar Seye compte mettre le surf africain sur la carte mondiale. L'homme souhaite en revanche multiplier les compétitions au Sénégal. Cheikh Sadibou Diarra, Amadou Ba.
La massification de la pratique du surf, plus de compétition, c'est l'objectif du nouveau président de la Confédération africaine de surf, élu par acclamation, suscitant déjà beaucoup d'attentes. Ce qui est très important, c'est de mettre le surf à l'école en Afrique. Dans mon projet, on a un plan de détection, formation et développement. Si on réussit tous ces projets, le surf africain sera réussi. Après aujourd'hui, comme vous avez entendu, il y a un rapport financier qui était très faible. Dans cette nouvelle politique qu'on va mettre en place, c'est le développement durable. Et on tend la main à tous les présidents de fédérations africaines, à tous les ministères de sport africains, de rejoindre cette confédération, de nous aider, de nous supporter pour qu'on réussisse cette mission. Nous ne pouvons que lui souhaiter en fait bonne chance pour qu'il fasse tout pour que le surf quand même africain soit beaucoup plus vu et surtout pour nous en vue des Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu en 2026 et dont le surf est en fait un des sports donc au programme des Jeux. Dakar 2026, une échéance à court terme, mais pas seulement. Le Sénégal organise les JOJ en 2026. Mais avant les JOJ, le Sénégal va organiser les championnats du monde junior en collaboration avec la Confédération africaine de surf. Donc vraiment, c'est le moment pour le Sénégal, c'est le moment pour l'Afrique. Et comme je l'avais te dire, Africa Force. L'envol du surf africain, un sacerdoce pour El Hadji Omar Seye, le nouveau président de la Confédération africaine de surf. À 46 ans, le natif d'Angor est en effet un féru de ce sport. Lui, l'ancien professionnel, avant de se reconvertir en dirigeant, aujourd'hui reconnu au niveau continental. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Serigne Bakendia est l'invité de Binta Diallo dans la deuxième partie de Soir d'Info. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.